Daniel Benaïm, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être venu ce matin dans notre studio. Nous voulions parler avec vous, qui avez été pendant de longues années le délégué général de l'Agence juive en France, en Europe, d'une déclaration du secrétaire général de l'Agence juive. On va parler de deux sujets. Le premier, c'est la déclaration du secrétaire général de l'Agence juive, Yosh Schwartz, qui a affirmé que l'année 2021 serait un bon cru pour l'Aliyah de différents pays à travers le monde. Plus de 50 000 juifs, c'est le nombre de juifs qui sont attendus en Israël durant l'année 2021 comme, on va dire, conséquence directe ou indirecte de l'épidémie du coronavirus. Alors sur quoi se base-t-il pour donner tous ces chiffres, de tels chiffres qui représenteraient une sorte d'Aliyah de plus de 100% de l'Aliyah actuelle? Non, de 50%. En fait, voilà. Le chiffre de départ est de l'année 2019 à compte à peu près 35 000 olim. Ah oui, 35 000. Donc c'est une augmentation de 50% qui paraît, encore une fois, ce sont des estimations, il n'y a rien de certain, il n'y a pas de certitude sur ces sujets-là, mais il y a quelques indicateurs. Alors la première, c'est tablé sur une augmentation de 50%, ce qui paraît réaliste dans le contexte actuel. Le contexte actuel, globalement, c'est une crise mondiale qui a touché différents pays et qui a touché aussi les communautés juives à travers le monde. Et on sait, particulièrement dans le monde occidental, que les crises sont souvent une période de réflexion, de remise en question. Et on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines même, parce qu'en fait on a l'impression que c'est très long, la période qui vient de s'écouler, mais on parle on va dire de 3 mois et d'une dizaine de semaines, un certain nombre d'indicateurs qui permettent de penser ou de laisser croire que la Aliyah sera plus importante, on va dire, dans les 3 prochaines années. On parle pas toujours, quand on parle d'une aliyah qui n'est pas une aliyah d'urgence, on parle pas toujours d'un effet immédiat, mais on parle souvent d'une prise de décision, d'une prise de conscience qui mène à une prise de décision au moment de la crise et qui peut prendre 1, 2, 3 ans à se réaliser, à se concrétiser. Et globalement, en fait, les indicateurs sont les suivants. Alors, peu importe l'ordre, mais comme je le disais tout à l'heure, quand il y a une crise d'une telle ampleur, ça fait réfléchir. Alors, certains, par exemple, sont sortis de la crise du Covid-19 ou du coronavirus, comme on dit en Israël, en se disant demain je serai plus écologique, d'autres en prenant d'autres décisions. Oui. Et certains se sont dit le moment est peut-être venu de réaliser ce rêve de la Aliyah, de concrétiser cette idée qui trottait dans la tête. Et ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est on sait que cette crise va laisser également des séquelles économiques et que par conséquent, un certain nombre de personnes se disent si déjà en quelque sorte refaire une vie, alors c'est peut-être le moment du départ, c'est peut-être le moment, si c'est refaire pour refaire, autant la refaire en Israël. Il n'y a pas de doute non plus que la gestion de la crise par Israël est apparue aux yeux des Juifs à travers le monde comme quelque chose de particulièrement... réussi. D'abord, ça a suscité une fierté énorme, mais également de particulièrement réussi. Il faut le rappeler que malheureusement, le nombre de Juifs qui a été touché par ce virus à travers le monde est très important, de façon proportionnelle par rapport à la population en Israël. Et enfin, je crois la dernière raison qu'on peut citer et qui finalement se lie avec l'évolution de l'Aliyah que nous avons suivie ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, c'est que tout d'un coup est apparu le Zoom. Et le Zoom, c'était un concept qui a permis d'entériner ou de prendre conscience de façon encore plus profonde qu'on peut vivre là et être là-bas. Et sous-entendu, la possibilité de travail à distance va se développer. Et par conséquent, certains des freins qui existaient dans le passé, ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail. Alors le télétravail, qu'on soit à Toulouse et qu'on travaille sur Paris, ou qu'on soit à Jérusalem et qu'on travaille sur Paris, le télétravail reste le même. Et donc ça a donné encore de nouvelles opportunités. Je crois que tous ces éléments réunis font que de nombreux juifs se posent la question de la Aliyah. On a vu par exemple à l'Agence juive... C'est par exemple vous qui êtes bien entendu resté en contact avec la communauté juive en France, vous avez reçu des messages de ce type? Oui, alors je vais vous expliquer le type de message que j'ai reçu, le type de téléphone et le nombre impressionnant d'appels, parce qu'il y a une 5e raison que je n'ai pas mentionnée et qui est peut-être liée au deuxième sujet dont vous vouliez qu'on parle, oui, c'est la fermeture des frontières qui a eu un impact psychologique incroyable sur de très nombreux juifs. Parce que, en fait, pendant ces années où j'étais en France, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui disaient « la Aliyah, c'est sûr, on la fera ».
Mais le jour où on veut, on vient à l'agence juive, en une semaine on a fini notre dossier, nos papiers, on monte dans un avion et on part. Où est le problème? Effectivement, il y avait un sentiment très important de possibilités non limitées, illimitées. C'est-à-dire que quand on comparait par exemple l'époque moderne au Moyen-Âge, on disait à l'époque, pour pouvoir partir en Israël, c'était vraiment un massacre, une grande opération. Et là, voilà, quand on veut, on part le lendemain. On n'est même pas obligé de fermer la maison en France, on peut venir. Il y avait aussi le sentiment de dire, même s'il y a une crise en France ou en Europe, une résurgence de l'antisémitisme, des attentats, etc., eh bien les frontières d'Israël sont toujours ouvertes pour nous. On prend un billet d'avion et on peut y arriver tout de suite. Tout à fait. Et là, on est dans un cas où il y a... Et là, en fait, pour la première fois, les frontières se sont fermées. Elles se sont fermées en plus à un moment particulier parce que de nombreux Juifs viennent passer les fêtes de Pessah en Israël. Il faut rappeler qu'il y a énormément de personnes qui ont des membres de leur famille du premier degré. Ça peut être les enfants, les petits-enfants, etc. Et ils n'ont pas pu venir. Et ça a provoqué un choc très important. C'est la raison pour laquelle on sait aujourd'hui que toutes ces personnes, je dirais, qui étaient en chemin vers la Aliyah, vont faire leur Aliyah. Ils ne vont peut-être pas s'installer en Israël immédiatement. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être continuer à vivre une vie qui est 3 mois en Israël, 9 mois en France, 6 mois, peu importe exactement la forme. Mais une chose est sûre, beaucoup d'entre elles sont arrivées à la conclusion qu'elles doivent devenir israéliennes, qu'elles ne peuvent plus se permettre de dire tout est possible à n'importe quel moment parce que malheureusement, cette dernière période nous a montré que la nationalité israélienne, c'est une sorte de privilège ou c'est-à-dire une carte, on va dire, c'est un bonus. Un laissez-passer. Un laissez-passer. Voilà, c'est vraiment un laissez-passer. Et oui, nous avons reçu beaucoup d'appels en ce sens. Je suis également dans les commissions à l'agence juive qui gère aujourd'hui le travail en France. Et on peut dire que pour la France et pour d'autres pays, le nombre d'appels vers notre plateforme téléphonique pour ouvrir des dossiers d'Aliyah a augmenté de façon très importante ces dernières semaines. Alors encore une fois, on sait, on a quand même aussi, comme on dit en hébreu, l'émoudé nisayon, on a une certaine expérience, donc on sait que tous ces appels ne se transformeront pas obligatoirement en aliyah immédiate, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une forme de frustration, c'est-à-dire une sorte de frustration de la part de Juifs de France en particulier, de ne pas pouvoir venir ici. Il y a eu une frustration, il y a eu vraiment un sentiment... je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de sentiment d'étouffement, mais c'est-à-dire que le fait de se dire que tout d'un coup, ce qui nous paraissait possible à n'importe quel moment ne l'est plus, ça a été vécu comme quelque chose de très difficile. Alors justement, ça nous conduit à notre deuxième sujet. Je le mentionnais dans la revue de la presse il y a quelques instants, cette éditoriale de Pierre Besnénou, qui est une personnalité très connue de la communauté, ancien président du Fonds social, ancien président du Congrès juif européen, qui lui écrit il faut tout simplement que l'État d'Israël attribue la nationalité israélienne à tout juif qu'il demande, même s'il ne fait pas son aliyah. Oui, alors Pierre Besnénou a aussi été, c'est important de le rappeler, l'un des premiers leaders francophones de la communauté à s'intéresser de façon très, très active à la Aliyah dans les années 2005. Un des artisans du bac bleu-blanc aussi. Aussi, tout à fait, il a participé, il y croit encore énormément. Il est aussi très proche du président de l'agence juive, Bougie Herzog. Ils se rencontrent et donc c'est des sujets qui le concernent encore jusqu'à aujourd'hui de façon très importante. Et l'idée qu'il soulève est une idée en fait qui trotte, qui existe, j'aimerais juste vous faire part d'un débat qui a eu lieu. Une des commissions du Conseil des gouverneurs de l'agence juive en février dernier. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de commissions, il y a une dizaine de commissions. Et l'une d'entre elles a été consacrée pendant 1h30 à ce sujet. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'accorder la nationalité israélienne à tout le monde ou à tous les juifs de façon automatique, à tous ceux qui le voudraient, mais on parle d'une étape intermédiaire et cette étape avance. C'est de donner l'éligibilité à chaque personne qui le souhaite. C'est-à-dire de créer en fait une plateforme électronique qui permettrait à chacun de renseigner les informations nécessaires pour obtenir l'éligibilité. Vous savez que l'éligibilité, c'est la dernière étape qui précède la Aliyah. Il faudrait la renouveler peut-être. Alors, l'éligibilité, pourquoi ? Alors, vous savez que quand vous voulez faire votre Aliyah, ça a été aussi l'une des questions qui a été soulevée maintenant, on a dit, OK, je veux faire mon Aliyah maintenant, peut-être que l'État d'Israël pourrait fermer un peu les yeux et ne pas nous demander de papier. Il faut quand même se rappeler que quand on fait son Aliyah, en fait, on devient citoyen, et l'État d'Israël a besoin de savoir à qui elle donne cette citoyenneté. Donc, vous avez besoin, globalement, c'est très simple, vous avez besoin Est-ce qu'on a un casier judiciaire, vous avez besoin de 4 papiers, un acte de naissance, un certificat de judaïcité, un casier judiciaire et un passeport. Donc, c'est relativement simple. Mais même cette simplicité, quand on arrive en période de crise, elle devient compliquée parce que si le tribunal est fermé en France pour cause de confinement, vous ne pouvez plus avoir d'acte judiciaire, vous ne pouvez plus avoir d'acte de naissance parce que la mairie est fermée. Donc l'une des solutions qui avait été pensée auparavant, c'est de dire
tous les juifs qui le souhaitent vont créer ce dossier. Le dossier, il sera déjà enregistré, il sera déjà prêt à actionner. Il y a certains papiers qu'il faut renouveler une fois par an, ils les renouvelleront une fois par an. Et en cas de crise, parce qu'aujourd'hui, en fait, pendant cette crise, tous ceux qui avaient déjà l'éligibilité, qui avaient déjà fourni les papiers, qui avaient déjà reçu, en fait, l'éligibilité, c'est tout simplement d'arriver à voir que ces papiers permettent aux détenteurs de ces papiers de bénéficier de la loi du retour selon les critères qui ont été fixés. Okay. Donc toute cette étape administrative qui peut être très rapide mais qui devient très compliquée en temps de crise, c'est de la faire en amont et de faire en sorte que chaque juif a déjà une sorte de certificat d'assurance vie dans la poche. Il sait que le moment venu, il peut venir arriver, atterrir en Israël et devenir Parce qu'il faut rappeler que pendant la période de confinement, pendant la période de crise d'épidémie, il y a eu des Olim qui sont arrivés. Il y a eu des Olim, mais c'était des Olim qui avaient déjà complété leur dossier. Les portes ne se sont pas fermées pour le Olim. Ça veut dire, c'est important de le rappeler. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais... Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait aussi des restrictions de vol. Il y a aussi des Olim de France, vous savez, qui sont arrivés après 20 heures de vol, par exemple. Ils sont passés par différents pays qui avaient encore des vols, etc. Mais globalement, il n'y en avait pas beaucoup parce que d'abord, il n'y avait pas tant de dossiers qui étaient prêts. Les administrations en France étaient fermées, les administrations en Israël étaient fermées. Alors, voilà quoi. Finalement, dans l'absolu, rien aujourd'hui n'empêche un juif de France ou d'ailleurs d'entamer cette démarche auprès de l'agence juive, de devenir israélien et après de dire j'ai la double nationalité, je viens, je reste, j'ai les deux passeports, je peux être en Israël, j'ai un appartement en Israël, mais je vis en France. Rien aujourd'hui ne l'empêche. Rien du tout. Et je dirais même, ce sont même des questions que vous avez soulevées dans d'autres rencontres que nous avons eues par le passé. Je crois aujourd'hui que la Aliyah, dans toutes ses formes, est complètement décomplexée au niveau d'Israël. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure... Il y a une époque où il y avait l'Aliyah fiscale, ce que l'on appelait l'Aliyah fiscale. Aujourd'hui, il peut y avoir l'Aliyah, on va dire... Moi, je dirais il peut y avoir l'Aliyah grands-parents. Faites votre Aliyah, simplement pour que vous soyez israélien. Le jour où vous voudrez venir et vous installer, vous installerez. Et en attendant, au moins, vous avez cette possibilité de venir voir vos petits-enfants quand vous voulez, en tant qu'Israélien. Donc, c'est-à-dire que les Ça va poser un problème à l'agence juive pour déterminer, recenser le nombre de véritables olim là-dedans. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, la loi, c'est ce à quoi fait allusion Pierre Besnaïnou dans son éditorial. La loi exige, en tout cas, le sens de la loi est de dire que pour devenir israélien, il faut affirmer sa volonté de s'installer en Israël. C'est toujours la loi, elle n'a pas changé. On sait aujourd'hui que la loi du retour, c'est une loi qui est extrêmement sensible et personne ne veut la modifier parce que si on ouvre une brèche dans sa modification, ça risque de remettre en cause beaucoup de choses. Une sorte de serment, de prestation de serment. Voilà. Mais une fois... Ça veut dire quoi s'installer en Israël ? S'installer en Israël, ça veut dire louer un appartement, ça veut dire avoir une maison, ça veut dire y passer X semaines, Voilà, c'est assez vague comme définition. Et je crois effectivement qu'il y a une souplesse par rapport à ça. Pierre Besnaïnou a rappelé également dans son éditorial, et c'est important, que le lien entre les Juifs du monde entier, les Juifs de France particulièrement et Israël, est un lien qui est un lien d'une profondeur. Il disait, c'est comme si, il a souvent répété, c'est comme avoir deux mères. Chaque Juif dans le monde et chaque Juif de France a le sentiment d'appartenir aussi bien à la France qu'à Israël, et il n'a pas un sentiment de double allégeance, c'est son identité. Et par conséquent, c'est cette idée de dire, si on a déjà cette double identité naturellement, rendons-la, donnons-lui une visibilité formelle. Et donc, il est possible que ce projet, cette idée de Pierre Besnaïnou puisse devenir un projet de l'agence juive, que l'agence juive porterait. Alors, l'agence juive porte aujourd'hui déjà, avec le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, il y a des commissions communes qui travaillent là-dessus. Déjà, l'étape précédente, celle de donner l'éligibilité à chacun. D'accord. La citoyenneté, il y a une complexité législative, on va dire, parce qu'il y a une question de droit de vote, il y a un certain nombre de questions qui sont sous-entendues, même si pour certains, le fait d'être juif est suffisant pour avoir le droit de voter à la Knesset, pour avoir le droit de donner... Dans l'absolu, Benyamin Netanyahou devrait être intéressé à avoir plus de Olim de France, puisque apparemment, dans leur majorité, ils le soutiennent. C'est vrai aussi. Et donc, il y a un certain nombre de questions par rapport à ça. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute aujourd'hui qu'il y a une réflexion, et que de la même façon que cette crise du Covid-19 portera un certain nombre de réflexions sur plein de domaines de la vie, la question de la Aliyah sera aussi réfléchie d'une façon différente. Et moi, je tiens quand même à dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention
l'intervention de George Schwartz, secrétaire général de l'Agence juive hier. J'ai quand même à dire qu'il est intervenu au moment de l'inauguration de la nouvelle commission de l'Aliyah, de l'intégration et des communautés juives à travers le monde. Et c'est important de rappeler à nos auditeurs, surtout ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qu'à la Knesset, au Parlement israélien, il y a une commission qui est en charge de toutes ces questions de réflexion autour de l'Aliyah et de l'intégration. Je suis toujours ému en pensant à ça. C'est quelque chose d'extraordinaire de se rendre compte que ça reste un sujet d'actualité permanente pour l'État d'Israël. Eh bien, Daniel Benaïm, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour parler de ce sujet extrêmement important et même passionnant, on peut le dire. On verra comment les choses se développeront au cours des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.